des hommes surgissent comme ça, avec un véhicule, on prend, on va les cambouler, et quoi, tout ça, on l'amène destination inconnue. Vous prenez le cas de Salomon. On vient, on les transporte comme ça, on les saisit, on ne sait pas c'est qui est, voilà, on l'amène destination inconnue. Même chose aujourd'hui, Safou, après avoir comparé à la commission qui était censée siéger sur son cas, il quitte l'Assemblée nationale. Il y a un groupe de gens qui le pourchassent, qui vont dévaliser tout, là où il était dans les quartiers, ils vont même s'attaquer à un hôtel où il faisait des réunions. Et on ne sait pas la nature, l'identité de tous ces gens-là. Heureusement, lui, il va s'échapper, mais on va arrêter des gens derrière lui. Alors, vous voyez aujourd'hui le cas de Frak Diong. Ils étaient au deuil, et le chef de l'État, selon ce que j'ai entendu, était aussi au deuil. Et quand il rentre, paf, on voit des mouvements de véhicules qui les poursuivent, et paf, un groupe de gens, on les prend, on l'amène destination inconnue. Mes frères, nous sommes face quand même à un pays qui était en train de voler comme un état de droit, un pays démocratique. Mais avec cette façon de faire, nous tous, nous sommes à l'insécurité. Aujourd'hui, moi, je dois aller, je dois voyager, mais je ne sais plus voyager parce que je ne saurais pas prendre des gardes. Parce que je ne fais plus confiance même aux documents que la police ou même l'armée peut me livrer pour circuler. Je ne fais plus confiance. Donc si je réquisitionne des éléments armés pour me protéger, je parle surtout de la police, on aura un document. Et nous sommes en train de dénoncer ce système. Nous le dénonçons encore une fois devant le monde entier, devant vous les journalistes et le monde entier, où aujourd'hui l'opposition se sent en insécurité totale. Il suffit qu'il y ait un groupe de gens qui se retrouvent quelque part, vous ne savez même pas leur qualité, on vient vous prendre et on vous amène quelque part. Alors, ces systèmes-là ne nous inspirent plus confiance à la démocratie. Quand vous essayez de parcourir ou d'analyser les arrestations de ces derniers jours, en commençant par Mike Mouké, les partisans les uns contre les autres avec les conséquences que vous connaissez. C'est comme ça, on demande toujours que les processus ne soient pas biaisés. Alors, Fayou, il a vu que ce processus, selon ce que moi j'ai vu, n'est pas crédible. Et il s'est dit, bon, à quoi bon continuer? Le FCC a vu que ce processus n'est pas crédible. À quoi bon continuer pour eux? Mais nous, ensemble, tel que le Tirekab ou le haut représentant ouest l'a dit, nous, on ne cède pas à la peur. Ils veulent nous intimider, ils veulent nous faire peur. Nous allons continuer avec ce processus. Quel mécanisme la population a souhaité l'état de siège? Mais ce qui est vrai, la communauté itourienne était d'accord pour toute initiative du gouvernement l'état de siège. L'armée va toujours continuer à travailler, mais il y a des plans que nos experts militaires peuvent développer, nos services de sécurité, pour contraindre les membres des groupes armés. Concernant la situation sécuritaire à l'est de la République, et particulièrement dans la province de l'Ituri. Nous avions commencé une série de manifestations suite à l'inaction du gouvernement congolais et à l'insensibilité de la communauté internationale à propos de tous les massacres qui se passent dans la province de l'Ituri, sans qu'il y ait des organisations qui se prononcent. Et nous avons trouvé un peu étrange que le gouvernement ne parvenait même plus à annoncer à l'opinion congolaise tout ce qui s'est passé comme drame à l'Ituri, comme massacre. Et jusqu'au 20 avril, où nous avons fait la manifestation, la première manifestation devant les sièges de la MONUSCO, nous étions à près de 5000 morts
entre 2017 et 2023, donc 20 avril 2023. Déjà jusqu'au 20 avril 2023, à partir du 1er janvier 2023 au 20 avril 2023, on avait plus de 500 morts dans la province de l'Ituri et il y avait toujours un silence absolu. Alors nous avons fait des manifestations, notamment nous avons remis un mémorandum au secrétaire général des Nations Unies à travers les représentants spéciaux des Nations Unies en République démocratique du Congo pour que les Nations Unies s'impliquent afin que les massacres soient stoppés. Il s'agissait de faire pression sur le gouvernement congolais afin de s'assumer comme pays, comme État, mais aussi faire pression sur les États membres des Nations Unies pour qu'il y ait intervention au niveau international, notamment l'application des chapitres 7, mais aussi des chapitres 6 à travers des résolutions qui pourraient permettre à ce qu'il y ait dialogue et qu'il y ait solution à travers tout ce qui s'est passé. Donc la population de Bunia s'est mobilisée massivement le 20 avril 2023 devant les sièges des Nations Unies, encadré par les éléments de l'ordre, et nous avons remis notre mémorandum qui a été signé séance tenante par la population devant le quartier général de la MONUSCO dans la ville de Bunia, en province d'Ituri. Nous avions prévu à date du 22 juin une autre manifestation pour évaluer si nos recommandations, nos observations aux Nations Unies, si elles étaient prises en compte. Donc, demain, nous devions manifester encore une fois, nous devions aller avec la population pour aller écouter la suite si notre mémo a atteint le secrétaire général des Nations Unies ou non. Alors, nous avons eu des discussions intenses avec les Nations Unies. Nous avons eu des séances de travail à Kinshasa, à Ituri et aussi dans les ambassades pour que nous puissions trouver ensemble des voies et sorties afin que les massacres s'arrêtent et qu'il y ait intervention des Nations Unies sur tous les plans, et notamment aussi la situation humanitaire qui est désastreuse. Alors, comme vous le connaissez, vous êtes de la presse, les Nations Unies ont pris la question au sérieux et vous avez vu, le secrétaire général des Nations Unies adjoint s'est rendu à Ituri. Il est allé même jusqu'au site les plus dangereux dans les territoires de Djougou pour s'acquérir de la situation. Vous avez vu certainement la présence du procureur du bureau de la Cour pénale internationale se rendre aussi à Ituri. Vous avez vu beaucoup d'avancées dans les cadres de dialogue où le gouvernement a réuni tous les leaders des groupes armés dans les territoires d'armes. Ils ont échangé pour qu'il y ait des voies de sortie par rapport au processus de paix. Et vous avez vu que la population a accueilli avec joie tous les pourparlers qui devraient déboucher sur le processus de paix. Il y a des efforts qui continuent. Nous avons échangé avec les Nations Unies aussi pour qu'il y ait beaucoup d'implications et des autorités religieuses, mais aussi des hommes politiques comme des députés nationaux qui permettront à ce que les députés nationaux et provinciaux, mais aussi les sénateurs,
qui permettront à ce qu'il y ait un cadre de dialogue permanent entre les groupes armés, eux, ces décideurs, donc l'exécutif, ces décideurs qui sont au niveau législatif comme au niveau exécutif, et qu'on sache en fait comment porter une solution face à tout ce qui se passe dans la province de l'Ituri. Donc il y a des efforts qui continuent, malgré ce qui est déjà fait sur le plan international, où la communauté internationale s'est vraiment souciée de cette situation. Et donc nous pensons qu'il faut continuer à observer, à travailler avec ces différents partenaires, et au cas où il y a blocage, nous allons encore faire appel à la population pour pouvoir manifester de nouveau, s'impliquer de nouveau, afin que nous puissions avoir une solution définitive dans tout ce que nous connaissons comme massacre dans la province de l'Ituri. C'est en cela que nous avons décidé, après avoir consulté les différents leaders communautaires et d'opinion dans la province de l'Ituri, nous avons décidé donc de retarder notre manifestation qui devrait avoir lieu demain, donc c'est mercredi, c'est jeudi plutôt, le 22 juin 2023. Nous avons retardé et nous allons donc accompagner, nous impliquer à observer de près et à accompagner les processus tant au niveau national, au niveau international, tout en étant près de la population. Si nous sentons qu'il y a un délaissement, qu'il y a un ralentissement, que ce soit du gouvernement, que ce soit de la communauté internationale, nous pensons que nous allons revenir à la manifestation. Nous saluons les efforts aujourd'hui du gouvernement face à cette pression, où aujourd'hui il y a le dialogue qui s'est ouvert ici à Kinshasa, dans le cadre même de pourparlers. C'est une table ronde, en fait, pour qu'on puisse étudier la possibilité de requalifier l'état de siège qui, nous le savons tous, n'a pas montré beaucoup de bons résultats. Que ce soit dans la province du Nord Kivu, que ce soit dans la province de l'Ituri, la population a complètement rejeté l'état de siège. Nous avons fait plusieurs pressions au niveau national, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la présidence, au niveau du commandement militaire pour qu'on lève l'état de siège. Et donc, aujourd'hui, nous saluons ces travaux, bien que ces travaux normalement ne cadrent pas par la structure constitutionnelle, mais nous saluons quand même toute initiative où on réunit les paisibles citoyens afin de pouvoir discuter. Parce que les cadres propices pour le dialogue, le vrai dialogue, c'était l'Assemblée nationale. Mais si le chef de l'État a pensé qu'il fallait, en plus de l'Assemblée nationale, associer des leaders communautaires, des leaders d'opinion, pour qu'il y ait une table ronde avec une participation active de la population à travers les différentes sociétés civiles et organisations du Nord Kivu comme de l'Ituri, nous pensons que si ça peut nous donner la solution pour une paix définitive, nous allons saluer. Les bilans que nous avons enregistrés pendant l'état de siège sont de loin convaincants par rapport à la situation d'avant l'état de siège. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de populations qui se sont déplacées pendant l'état de siège, beaucoup de villages détruits, beaucoup d'axes routiers complètement fermés, que ce soit dans le Nord Kivu comme en province de l'Ituri. Nous avons beaucoup de décès en termes de mortalité, que ce soit dans le Nord Kivu comme en Ituri. Nous avons beaucoup aujourd'hui d'enfants et de femmes qui sont en train de mourir des maladies post-conflit ou soit de leur situation liée au déplacement.
Parce que quand vous voyez le nombre de déplacés aujourd'hui dans la province d'Ituri et de Nord Kivu, c'est pratiquement supérieur à tous les camps de réfugiés du monde. Donc il est important qu'on donne une solution de plus tôt. Donc, pour terminer notre allocution, nous avions prévu manifester une fois de plus devant les institutions internationales, notamment les Nations Unies, le 22 juin 2023, pour suivre la suite des mémorandums que nous avions déposés avec la population, exigeant que les Nations Unies mettent fin aux atrocités à travers des résolutions contraignantes sur le gouvernement, mais à travers aussi des résolutions contraignantes des États membres par rapport à la situation des droits humains. Et à constater des avancées sur terrain par rapport à ces mémorandums, notamment l'organisation aujourd'hui de la table ronde pour étudier les voies et moyens de requalifier l'état de siège contesté par la population, notamment les dialogues entre les groupes armés et leurs leaders dans les territoires d'Aru, dialogues qui, nous espérons, vont apporter des solutions. Observant aussi, constatant, je dirais, la présence du procureur des Nations Unies dans la province d'Ituri, la procureure de commission, je dirais, les messieurs les procureurs de la Cour pénale internationale des passages en Ituri, constatant également la présence sur terrain du secrétaire général des Nations Unies, adjoint chargé des opérations et maintien de la paix dans le territoire d'Injoubou et à Ituri, nous avons donc décidé de reporter notre manifestation qui devrait avoir lieu le 22 juin 2023, après celle qui a eu lieu le 22, celle qui a eu lieu, je dirais, le 20 avril 2023. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, notre allocution à travers ces points de presse. Merci. Aider à travers les ambassades, soit les sièges des Nations Unies, au mois d'avril. Récemment, le gouverneur militaire de l'Ituri a dit dans un point de presse que les atrocités dans la partie de l'Ituri, c'est causé par vous. Les tireurs de ficelle sont les politiques que vous êtes. Alors, il a même menacé de lancer des enquêtes contre les politiques et les tireurs de ficelle de tout ce qui se passe en Ituri. Les récents rapports de vos collègues qui ont été partis en Ouganda a fait montrer que la RDC occupe deuxième place des réfugiés après le Soudan du Sud au niveau de l'Ouganda. Hier, on a encore appris à 18 km de Komanda l'apparition des IDF qui ont ligoté la population et sont partis avec eux. Au cas où le gouverneur militaire, dans son enquête, attrape quelques députés nationaux, ou soit les politiques de l'espace, puisque l'histoire a commencé en 2017 à travers Hélène de et jusqu'à aujourd'hui, ça devient groupes armés locaux et étrangers. Et si Iratian serait cité parmi ces leaders, qu'est-ce que la population peut encore attendre? C'est ça ma question. Que ce soit dans la province de l'Ituri, notre souhait majeur est que les hostilités s'arrêtent. Et pour cela, l'État congolais a tous les instruments possibles à sa disposition pour pouvoir mettre fin à cette situation, notamment la justice. La justice, elle est un pilier non négligeable dans la stabilité d'un conflit.
je voudrais dire, chaque fois on a toujours qualifié les personnalités politiques de l'Est, parfois même les députés, des personnes impliquées dans les massacres ou dans les activismes des groupes armés. On a vu une fois le président de l'Assemblée nationale dire même en face du monde, quitter les groupes armés. Oui, c'est bien. Que ce soit Luboya, que ce soit Mbosso, quand ils disent qu'il y a des gens qui sont impliqués négativement dans les mouvements armés, alors, ce sont des personnalités qui peuvent saisir les instances judiciaires pour enquêter. Et si la justice récolte des preuves sur une personnalité politique impliquée dans les massacres ou dans la déstabilisation de notre pays, il n'y a rien qui refuse ou qui contraint cette justice à pouvoir faire son travail. Mais depuis que Mbosso a parlé des députés qui sont dans les groupes armés, depuis que Luboya affirme toujours qu'il y a des tireurs de ficelles, qu'est-ce que ces personnalités font pour que ces tireurs de ficelles soient attrapés et mis à la disposition de la justice afin qu'il y ait diminution ou alors arrêt des activismes des groupes armés? Rien. Alors, les personnalités politiques ou les hauts dignitaires de ces pays, ici je parle d'un gouverneur militaire qui exerce aujourd'hui la fonction de gouverneur, ne doivent pas se limiter avec des propos qui vont dans le sens des affirmations gratuites, mais ils doivent les refléter par des actions précises. Le gouverneur militaire a la justice militaire à côté de lui, dans la province de l'Ituri. Si on pense qu'il y a un homme politique impliqué négativement dans les activismes des groupes armés, qu'on les saisisse et on les transfère auprès de son juge naturel. Ce n'est que normal dans un processus de stabilisation d'un pays ou alors d'une région où il y a des conflits. On ne peut pas vivre la paix sans la justice. La justice est parmi les piliers de base pour stabiliser une région afin qu'il y ait la paix. Donc, c'est important aujourd'hui, si le gouverneur militaire a des preuves, ou alors s'il a des suspicions, parce que le procureur recherche des infractions, l'auditeur militaire recherche des infractions, qu'on les saisisse et il faut enquêter. Notre souhait est que toute personne qui déstabilise la RDC soit mise à la disposition de la justice afin que nous puissions protéger la population et que nous puissions au moins revenir à la paix. C'est par rapport à votre question, le premier angle. Deuxième angle, Ougandais. Personnellement, je ne sais pas comment qualifier cette visite. Parce que d'abord, nous, on n'a pas été saisis. Parce que s'il s'agit d'une situation de la province de l'Ituri, parce que je vis les visages des dignitaires ituriens, des députés et sénateurs ituriens, nous devions quand même savoir qu'est-ce qui va se passer de ces côtés-là. Qu'est-ce qu'ils sont allés dire au président ougandais. Mais nous, on ne sait pas. Parce que, par exemple, ils sont allés parler au nom de tous les Ituriens, dont ma circonscription, la ville de Bunia. Nous devions savoir qu'est-ce qu'ils sont allés dire là-bas. Mais jusqu'à présent, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est dit là-bas. Et je ne sais pas le contexte dans lequel ils se sont rendus là-bas, parce que nous avons des suspicions aujourd'hui qu'il y a une influence négative de l'armée rwandaise en RDC. Alors, est-ce qu'il y a eu une évaluation au préalable pour comprendre notamment la présence armée de l'Ouganda à côté des FARDC?
quels sont les résultats atteints jusque-là? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes pour comprendre la présence de l'Ouganda auprès de M23? Et donc, nous avons beaucoup de flou aujourd'hui sur l'Ouganda et qui ne permettait pas en fait que les députés nationaux originaires de l'Ituri aillent rencontrer le président ougandais. Il fallait qu'il y ait d'abord des données disponibles qui permettent d'ouvrir des voies, soit à des négociations politiques, parce que ceux qui sont allés faire là-bas, ce n'est pas une négociation politique. Dois-je comprendre qu'ils sont allés dans le cadre de la diplomatie parlementaire? Mais si c'est la diplomatie parlementaire, ils doivent aller rencontrer plutôt les députés ougandais. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une visite où on rencontre les présidents ougandais. C'était quoi cette clause? Alors, si on pense que c'était une mission top secret, avec secret défense ou secret diplomatique, alors pourquoi on l'a diffusé sur les réseaux? Donc il y a autant de flou autour de cette mission, et nous, notre demande aurait été que ces groupes de députés et sénateurs qui se sont rendus en Ouganda, parce que ce sont des députés nationaux, ils engagent toute la population congolaise. Ça aurait été souhaitable qu'ils édifient la population par un point de presse, ou je ne sais pas, par un moyen quelconque, pour éclairer l'opinion par rapport à leur visite auprès du président ougandais. Nous sommes dans une situation où nous ne devons pas négliger toute information avec des pays voisins. Il y a des informations qui peuvent nuire sur la RDC ou des informations qui peuvent apporter la paix. Mais alors, il faudra qu'ils nous disent, dès lors que leur visite a été médiatisée, publiée dans un tweet du président Yoweri Museveni, c'est important que ces députés s'expliquent. Mais à ma connaissance, juste aujourd'hui, ils ne se sont jamais expliqués. Et là, ça nous crée des doutes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu comme discussion. Voilà. Et c'est vrai aujourd'hui, pour terminer par rapport à votre question, que l'Ituri et le Nord Kivu regorgent un plus grand nombre de déplacés. D'abord au niveau interne, mais nous avons beaucoup de réfugiés en Ouganda. J'ai, pendant mon séjour en Ituri, discuté avec les HCR et permettre à ce que les réfugiés congolais qui sont en Ouganda, qui veulent retourner, qu'ils aient la possibilité de rentrer, notamment pour le processus électoral, mais aussi pour revenir faire leur champ. Et les HCR m'ont rassuré qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour que les réfugiés soient assistés convenablement au pays extérieur, donc en Ouganda. Je pense qu'il y a aussi une autre partie des réfugiés au Rwanda, mais aussi que ceux-là qui sont aussi au niveau interne soient correctement pris en charge, parce qu'ils s'observent, que ce soit au Nord Kivu ou au Sud Kivu, les déplacés comme les réfugiés ont des difficultés liées à leur subsistance alimentaire. Donc ce sont des questions vraiment qu'on doit développer à travers les ministères des Affaires étrangères et les ministères de l'assistance humanitaire pour que nos compatriotes congolais trouvent gain de cause. Voilà, merci. La requalification de l'état de siège. Alors si on était pour la continuité de l'état de siège, quelle sera votre position donc l'état de siège dans la province du Nord Kivu? La deuxième question, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues qui se sont tenus pour aboutir à une paix durable. Il y avait encore un dialogue qui s'était tenu au Kenya. Il y avait aussi notamment les dépôts qu'on retrouve dans l'attitude de la population de l'État. Alors, vous, dans votre discours, vous demandez encore qu'il y ait un autre dialogue. Qu'est-ce qui prouve que ce dialogue aboutira à une paix durable? Merci. Qu'est-ce que nous dirons si jamais l'état de siège n'était pas levé? Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que l'état de siège soit maintenu. D'abord, je suis en train de le dire encore tout haut,
dans une résolution de l'Assemblée nationale, votée en plénière le 29 septembre 2021, il a été demandé qu'on mette fin à l'état de siège. Dès lors que l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple, a demandé qu'on mette fin à l'état de siège, on devrait déjà le faire depuis tout ce temps. En fait, c'est le gouvernement qui est dans une violation continue des recommandations et résolutions de l'Assemblée nationale. Et ce qui est grave, nous devons dénoncer aussi la complicité de certains de nos collègues à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui ont voulu que l'état de siège continue et pourtant cette même Assemblée nationale a voté une résolution pour la sortie, pour la fin de l'état de siège en 2021. Donc, ce sont des mauvaises voies de l'homme politique congolais que nous devons dénoncer et aujourd'hui mettre à la disposition de la population pour constat. Donc, il n'y a rien qui demande aujourd'hui que l'état de siège soit maintenu. Qui est même l'acteur clé, participant activement comme population, comme ayant droit de cette terre, de cette partie de la province, a déjà dit non à l'état de siège depuis 2021. D'ailleurs, à 3 mois de l'état, jusqu'aujourd'hui, on a fait 3 ans presque avec l'état de siège. La population, elle n'est pas ignorante. Elle sait que les gouverneurs, les gouvernants et les hommes politiques ont abusé de leur volonté. Et nous sommes dans un système démocratique. La population observe. Parfois, nous, les hommes politiques, nous pensons que la population elle est ignorante. La population sait que vous avez abusé. Nous avons refusé l'état de siège. Nous avons demandé la sortie. Et vous voulez persister. Qu'est-ce que vous nous cachez? Et donc, pour que les chefs de l'État, pour que l'Assemblée nationale, pour que le Sénat ne s'opposent pas aujourd'hui à la population, il est important de respecter la volonté populaire. Il ne faut pas que nous puissions entasser de frustration au sein de la population. C'est trop dangereux. Donc, nous restons sur la recommandation de la population. On doit mettre fin à l'état de siège à l'issue de cette table ronde qui aujourd'hui n'a même pas son sens d'être. Comme je le disais ici, le cadre idéal c'était l'Assemblée nationale, les débats autour de l'état de siège qu'on a toujours refusé lors des différentes séances de prorogation. Il n'y avait plus de débat, ce qui est une entrave contre la démocratie. Pour la deuxième question, je ne demande pas un dialogue, mais nous sommes dans une société de vivants où le dialogue doit être en permanence. Mais seulement je rassure toujours la population, je rassure toujours l'opinion et je le dis toujours, pour qu'il y ait de bons dialogues, de bons pour parler, il faut qu'il y ait quand même une responsabilité établie de l'État aussi, à travers une dissuasion politique ou de gestion des affaires. L'armée doit être prête à riposter au cas où la population civile n'est pas protégée. L'armée doit être prête à saisir une personne qui voudrait continuer à semer des troubles au sein de la population. Donc, les dialogues doivent être continus parce que quand vous voyez la crise de l'Ituri, nous sommes affaire à des communautés qui sont aujourd'hui des victimes, des communautés qui sont massacrées. Et de part et d'autre, toutes les communautés sont victimes. Et il y a des criminels qui sont au sein des différentes communautés. Et des criminels qu'il faut dénicher. Mais aussi, on doit réfléchir, savoir s'il n'y a pas des approches qui permettent à certaines personnes de mettre fin à ces activismes, tenant compte de leur influence politique ou sociale. Ça ne manquera pas. Nous sommes une société des hommes. On a toujours besoin de dialogue, mais besoin de dialogue constructif avec un État responsable qui écoute aussi les gens qui échangent et qui met en application les différentes résolutions ici des dialogues. Si on avait mis en application les différentes résolutions dans les conflits antérieurs de l'Ituri, nous avons foi qu'il y a des choses qui n'allaient pas continuer. Donc il est important aussi que les gouvernements
l'État congolais s'assigne par rapport à cette responsabilité? Oui, Jacques. C'est comme si l'état des sièges vous dérange. C'est-à-dire, vous avez parlé d'une résolution de l'Assemblée nationale des députés qui demandait qu'on puisse lever l'état des sièges. Qu'est-ce qui dérange les élus de l'Ituri, soit même des Nord-Kivu, par rapport à cet état des sièges? Ça, c'est la première question. C'est juste pour revenir un peu sur ce que vous avez dit. Mais une deuxième question sort un peu de ce cadre ici. Vous êtes membre de Ensemble pour la République. Il n'y a pas longtemps, je pense hier, Franck Diongo a été arrêté. Il est détenu par les services de sécurité. Une situation qui ne va pas vraiment très bien avec l'évolution de la démocratie dans ce pays. Qu'est-ce que Ensemble pour la République pense de toute cette situation, de toute cette dégradation de la situation de la démocratie en République démocratique? Merci. On sait que l'état des sièges dérange les députés. Quel mécanisme la population a souhaité l'état des sièges? Mais ce qui est vrai, la communauté iturienne était d'accord pour toute initiative du gouvernement congolais qui pouvait permettre à ce qu'il y ait retour de la paix dans les milieux. On a décrété l'état des sièges le 29 mai 2021. La population de l'Est, Nord Kivu comme Ituri, pensait qu'il y aurait directement des activités militaires intenses, conformément à l'état des sièges, pour qu'il y ait neutralisation de tous les groupes armés, internes comme externes. Malheureusement, un mois de l'état des sièges, au mois de juin, la population a commencé à émettre des doutes. Le deuxième mois, au mois de juillet, on a commencé à avoir des plaintes partout. Et c'était simultané, en Ituri comme en Nord Kivu au même moment. Août, on n'en pouvait plus tellement la population crier halte à l'état des sièges. Ce n'est pas ce que nous pensions. Et ça nous a obligés, au mois d'août, d'entamer des travaux. Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale ne voulait pas. Mais nous avons, avec l'aide de tous les députés qui étaient dans la salle de plénière, cherché à convaincre les bureaux de l'Assemblée nationale qu'on puisse faire l'évaluation de l'état des sièges. À 3 mois déjà, la population crie, c'était déjà un problème. Il ne fallait pas rester sourd aux cris de la population. Et il fallait évaluer pour savoir un peu est-ce que l'état des sièges se déroule normalement, est-ce que ça répond aux attentes de la population. Et ça a été un travail fait dans une commission défense et sécurité où nous avons eu le ministère de la Défense nationale, nous avons eu les ministères de l'Intérieur, nous avons eu les ministères des budgets, les ministères de la Justice, les ministères des Finances, pour que nous puissions comprendre un peu le travail qui est fait avec l'état des sièges. Et alors, avec des spécialistes qui venaient de l'état-major de l'armée, on a fait un travail pendant presque 2 mois avec des députés de l'Assemblée nationale. Et quand nous avons voté la résolution, nous avons analysé en plénière les rapports de la commission, c'était le 29 septembre 2021. Ces rapports a eu des résolutions et des recommandations. Et donc, dans les résolutions, qui a regroupé pratiquement, qui a inclus tous les partenaires de la défense, comme du renseignement, comme des partenaires politiques, on a trouvé qu'il était difficile que les dispositifs état des sièges, qui est conforme à la Constitution, puissent donner solution aux problèmes de l'Ituri et du Nord Kivu. Et on a cité des résolutions qui permettaient à ce que cette partie du pays retrouve la paix, mais sans état de siège. C'est un travail qui a été fait, un travail parlementaire
avec la commission, avec tous les partenaires gouvernementaux et des experts militaires comme de la police, comme du renseignement. Donc il y a eu beaucoup de résolutions, d'ailleurs, qui n'ont pas vraiment été mises en exécution, qui ont été votées à l'Assemblée nationale le 29 septembre 2021. Et parmi les résolutions, les recommandations, on a demandé au gouvernement de présenter un plan de sortie avant la 10e prorogation. Et on a demandé à ce qu'on puisse requalifier l'état de siège parce qu'on pouvait peut-être recourir à l'état d'urgence ou alors trouver comment concentrer les efforts dans des zones opérationnelles. On l'a fait avec Yumbi, on l'a fait avec MV3 à l'époque, quand on a mis fait à MV3, on l'a fait au niveau de la zone opérationnelle quand il fallait mettre fin au phénomène Enyele, on l'a fait avec Amina Sampou et ça a porté des fruits. Parce qu'il y avait, en tout cas, toutes les affirmations possibles, les analyses ont démontré que les solutions de Nord Kivu et de l'Ituri ne passaient pas par l'état de siège. Donc, nous, on n'est pas allergiques. C'était un cri qui venait de la population et nous, on l'a appliqué. Et il y a eu des résolutions dans ce sens-là. Et on a trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de besoins au niveau de nos services de sécurité qu'il fallait renforcer et réformer pour répondre à des préoccupations de la population. C'est le temps pour moi de dire aussi aujourd'hui que l'armée elle-même parfois pense que les opérations se font avec l'état de siège. Non, l'armée travaille avec ou état de siège. L'état de siège n'est qu'une disposition contraignante dans une zone de conflit où les civils ne peuvent plus gérer une entité. Et donc, s'il y a beaucoup d'instabilité militaire ou dire aux activismes des mouvements armés, des groupes armés, à ce moment-là, on laisse toutes les responsabilités aux militaires et aux policiers qui sont des hommes en armes pour faire face à la situation et contraindre des menaces qui sont effectives et qui sont visibles. Mais aujourd'hui, ce que nous traversons à l'est du pays, ce n'est plus l'état de siège parce que ce n'est plus l'état d'exception qu'on cherche avec l'état de siège. Vous voyez avec moi qu'au Nord Kivu comme au Sud Kivu, il n'y a plus un état d'exception. En fait, c'est une situation qui tend maintenant à se normaliser, mais seulement où le gouverneur, il est militaire. Et les recommandations de la population à travers les votes qui a été fait à l'Assemblée nationale. Par rapport à votre deuxième question, l'arrestation de Franck Diongo, nous avons condamné ça hier et nous allons continuer à condamner toute arrestation. Et d'ailleurs, ce n'est pas une arrestation, ça va plus dans le cadre d'enlèvement encore une fois de plus. Et nous sommes en train de dénoncer ce système. Nous le dénonçons encore une fois devant le monde entier, devant vous les journalistes et le monde entier, où aujourd'hui l'opposition se sent en insécurité totale. Il suffit qu'il y ait un groupe de gens qui se retrouvent quelque part, vous ne savez même pas leur qualité, on vient vous prendre et on vous amène quelque part. Alors, ce système-là ne nous inspire plus confiance à la démocratie. Quand vous essayez de parcourir ou d'analyser les arrestations de ces derniers jours, en commençant par Mike Mukebai, des hommes surgissent comme ça, avec un véhicule, on prend, on va les cambouler, et quoi, tout ça, on l'amène destination Ngouni. Vous prenez le cas de Salomon. On vient, on les transporte comme ça, on les saisit, on ne sait pas c'est qui est, voilà, on l'amène destination Ngouni. Même chose aujourd'hui, Safou, après avoir comparé à la commission qui était censée siéger sur son cas, il quitte l'Assemblée nationale, il y a un groupe de gens qui le pourchassent, qui vont dévaliser tout, là où il était dans les quartiers, ils vont même s'attaquer à un hôtel où il faisait des réunions, et on ne sait pas la nature, l'identité de tous ces gens-là. Heureusement, lui, il va s'échapper, mais on va arrêter des gens derrière lui. Alors, vous voyez aujourd'hui le cas de Franck Diongo. Ils étaient au deuil, et le chef de l'État, selon ce que j'ai entendu, était aussi au deuil. Et quand il rentre, paf, on voit des mouvements de véhicules qui les poursuivent, et paf, un groupe de gens, on les prend, on l'amène destination Ngouni. Mes frères, nous sommes face quand même à un pays qui était en train de voler comme un état de droit, un pays démocratique. Mais avec cette façon de faire, nous tous, nous sommes à l'insécurité. Aujourd'hui, moi, je dois aller, je dois voyager, mais je ne sais plus voyager parce que je ne saurais pas prendre des gardes
Parce que je ne fais plus confiance même aux documents que la police ou même l'armée peut me livrer pour circuler. Je ne fais plus confiance. Donc si je réquisitionne des éléments armés pour me protéger, je parle surtout de la police, on aura un document, mais ce même document peut être remis à question, vous dites non, vous détenez une arme illégalement. Bon, Franck Diongo, selon ce que nous voyons dans les réseaux, il aurait des armes à feu dans son véhicule. Mais nous avons aussi vu qu'il y a des documents qui autorisent à ce qu'ils puissent porter des armes, ou porter l'arme, parce que c'est identifié sous forme d'une arme, un pistolet avec des indications précises. Alors, je ne sais pas finalement comment nous allons nous en sortir quand on doit piéger les adversaires politiques, cherchant à les neutraliser de cette façon-là. Nous respectons la justice, nous respectons nos services de renseignement pour travailler proprement quand il y a des problèmes. On peut venir, Salomon Kalonda, il était à tout moment ici. Mais quand on l'enlève comme ça, c'est comme s'il était recherché pendant beaucoup de jours, beaucoup de mois. Ce qui s'est passé avec Franck Diongo, c'est comme s'il était recherché depuis beaucoup de temps. Non, mais je crois qu'à un moment donné, nous sommes en train de demander au président Félix Tshisekedi. Il est au pouvoir aujourd'hui. Il ne sera pas éternel au pouvoir. Et qu'il voit un peu l'après son règne, comment ça va devenir. Qu'est-ce qu'il adviendra si aujourd'hui il laisse le pays dans une situation de chaos, comme on est en train de le voir maintenant. Il faut qu'il réfléchisse à l'après-pouvoir. Donc pour revenir à votre question, l'opposition, ou nous des Ensemble pour la République, nous sommes très inquiets de cette procédure actuelle de procéder à l'enlèvement des individus et après ouvrir des enquêtes tout en les maintenant déjà en détention. Parce que le danger c'est quoi? Nous ne saurons plus qui est de tel service, qui n'est pas de tel service. Donc des jeunes peuvent s'organiser comme des bandits. Ils viennent là-bas, ils vous prennent, ils vous saisissent. Vous ne saurez pas, bon, est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce n'est pas l'État? On vous appelle quelque part, on va vous tuer. Et l'État peut dire non, 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 ça ce n'était pas moi. Vous voyez ce que ça pourrait donner comme problème. C'est une confusion totale aujourd'hui qu'on est en train de s'aimer. Donc, il y a une façon régie ou régulée par la loi pour procéder à des interpellations des citoyens congolais. Mais si nous allons aujourd'hui créer, inventer d'autres mécanismes d'arrestation, alors là c'est trop dangereux, ça va nous créer des problèmes. Mais dans tout ça, nous n'avons pas peur. En fait, ce sont des méthodes pour faire peur à l'opposition, pour faire peur à la population, afin de faire confiance à l'opposition. Nous n'avons pas peur. Nous allons continuer le combat. Nous allons continuer le combat jusqu'à gagner la victoire finale. Et cette victoire, elle est certaine, je vous l'ai dit, parce que nous allons combattre sans pouvoir reculer. Et la population, elle est intelligente, elle est en train d'observer. Elle sait aujourd'hui qu'il y a des règlements de compte. La population voit. Vous êtes même de la population. La population, elle voit. Elle n'est pas dupe. Elle sait que si tel fait de bonnes choses, tel ne les fait pas. Et donc, au moment opportun, cette population va sanctionner. Nous faisons confiance à notre population et nous pensons que notre combat, qui est digne et qui est loyal, ne doit pas s'arrêter là. Moïse Katumbi l'a dit, nous l'a rappelé au niveau du comité directeur des Ensemble pour la République. Nous luttons pour des causes nobles. Nous avons notre conscience tranquille. Nous sommes conscients que nous voulons le bien-être du peuple congolais. Donc rien ne nous fera reculer. On peut chercher à nous tendre des ambitions, mais nous allons continuer jusqu'à gagner la victoire. Merci. L'état de siège, ça sera remplacé par quoi? Parce que l'état de siège, c'est une disposition constitutionnelle qui a... Donc, c'est constitutionnel quoi. L'état de siège, c'est la loi qui l'a dit. Alors, si on enlève l'état de siège, aussi longtemps que l'insécurité est encore
dans la province de Litouré du Nord Kivu, ça sera remplacé par quoi constitutionnellement? Parce que nous avons déjà vécu l'état d'urgence, maintenant on est au niveau de l'état de siège. Si on enlève l'état de siège sur le plan constitutionnel, ça sera remplacé par quoi? Et puis ma deuxième préoccupation, ça concerne la dernière sortie médiatique de votre allié, parce que l'ensemble aujourd'hui est membre de ces quatre partis politiques qui sont dans l'opposition. La dernière sortie médiatique de Martin Fayulu qui désiste et qui dit qu'il ne sera pas candidat aux élections prochaines. Vous, en tant qu'ensemble, cette sortie, sa position ne vous fragilise pas, ne vous dérange pas. C'était ça ma préoccupation. Nous ne remettons pas ça en cause, mais c'est un dispositif qui évolue avec la circonstance et avec les temps. Donc je le disais, c'est un état exceptionnel, l'état de siège, où l'État contraint, suite à des menaces qui existent, déploie tous les moyens et contraint l'ennemi à pouvoir s'enfuir ou alors à pouvoir renoncer aux attaques, à pouvoir les capturer. Alors, les problèmes des provinces de l'Ituri, ça je vais parler plutôt de l'Ituri d'abord. L'Ituri, et si je laisse même l'Ituri, je parle de l'Est, il faut toujours avoir le diagnostic des problèmes. Aujourd'hui, l'État congolais n'a jamais rendu un rapport officiel pour démontrer les vrais problèmes qui existent en Ituri. Il n'y a jamais un rapport où on montre clairement les problèmes de la province de l'Ituri, un rapport qui montre les pistes de solutions à pouvoir suivre afin d'apporter remède ou à trouver solution face à ce qui se passe dans la province de l'Ituri. Et c'est la même chose pour tout l'Est, parce que le problème de la province de l'Ituri est différent de Nord Kivu, différent des Sud Kivu. Mais pourquoi l'État congolais ne fait pas des analyses ou des diagnostics à travers des enquêtes, parce qu'on peut passer par des enquêtes, on peut passer par des regroupements communautaires pour comprendre les vrais problèmes de l'Est, c'est quoi? Les vrais problèmes de l'Ituri, c'est quoi? Les vrais problèmes de Nord Kivu, c'est quoi? Les vrais problèmes du Sud Kivu, c'est quoi? Et c'est en ayant fait les diagnostics que l'État cherche des réponses face aux problèmes après avoir analysé les solutions ou les pistes de solutions adaptées à chaque situation. Malheureusement, ça n'existe pas. Tous les rapports où il y a eu des commissions d'enquête qui sont descendues sur le terrain, au Parlement par exemple, il n'y a pas eu un rapport rendu public. Je sais que la législature passée, il y a des députés qui ont fait des enquêtes, comme pour l'Ituri par exemple, mais tous les rapports ont été étouffés. On n'a jamais voté de résolution. Le gouvernement n'a jamais rendu un rapport qui démontre clairement que les problèmes de l'Ituri c'est ceci, il faut telle solution pour cela. Alors, est-ce que l'état de siège répond aux problèmes de l'Ituri? C'est la question qu'on devrait poser. Est-ce que le pouvoir en place a trouvé que la réponse est à travers l'état de siège? Et donc, je vous dis rapidement, quand on a fait l'évaluation votée à l'Assemblée nationale, on a trouvé que et les problèmes de Nord Kivu et les problèmes de Sud Kivu ne devraient pas être résolus par l'état de siège. Les problèmes de Nord Kivu et de l'Ituri. Et qu'il y avait d'autres approches. Et c'est pour cela, dans la recommandation, on a demandé le plan de sortie au gouvernement. Le plan de sortie consiste à regrouper des experts qui vont identifier maintenant les problèmes et élaborer un autre plan, un autre dispositif qui vient remplacer l'état de siège. Et on le présente à l'Assemblée nationale et ça permet à ce qu'on lève l'état de siège. L'état de siège n'est pas la fin du monde. Donc c'est ça un peu ce qui n'a pas été fait et le gouvernement a étouffé, n'a jamais répondu à ça. Je termine en comparant cette situation avec l'état d'urgence sous Mabunda. Quand on était dans l'état d'urgence et quand il fallait lever l'état d'urgence, il y a eu un plan de sortie de l'état d'urgence. Et le gouvernement est venu présenter ça à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a voté les plans de sortie, a adopté ces plans de sortie et ça a permis à ce qu'on quitte l'état d'urgence. Donc ce sont des dispositifs normaux, je dirais des dispositifs normaux dans la Constitution qui évoluent avec le temps et dans le contexte du moyen. Donc si on quitte l'état de siège, l'armée va toujours continuer à travailler, mais il y a
des plans que nos experts militaires peuvent développer, nos services de sécurité, pour contraindre les membres des groupes armés ou ceux-là qui sont responsables de l'insécurité à pouvoir abandonner le mal qu'ils créent parmi la population. J'ai perdu de vue la deuxième question, c'était concernant la sortie d'éthique du président Martin Fayulu. indiqué mais je vais le dire en tant que Congolais, en tant que député national, parce que je ne vais pas prendre la position de notre parti, parce qu'il y a des responsables attitrés par rapport à ça. Mais ce que Martin Fayulu a fait, ça n'engage que lui. Mais ce qui est vrai est que nous sommes face à un processus qui est frauduleux, qui tend déjà à montrer qu'il sera frauduleux. Ça, nous devons quand même le dire. Parce que quand on voit depuis le début du processus électoral, il y a des choses qui ne marchent pas. Vous avez vu avec nous comment, par exemple, un véhicule fait l'accident, on retrouve les matériels de la CENI dedans. Vous avez vu avec nous, on attrape des gens ici, je ne sais pas, à Limba, je ne sais pas quelque part ici, on attrape des gens avec des cartes vierges, les cartes électorales, les cartes d'électeurs vierges. On a vu ça, je ne sais pas si c'était à Ngaba, quelque part là-bas. On a vu des enfants qui étaient en train d'être enrôlés. On connaît aujourd'hui, on sait que cette CENI, la composition de cette CENI pose problème, tout ça, tout le monde connaît. Donc ce sont des situations qui démontrent que le processus électoral ne convainc pas, ne fait pas confiance. Alors nous avons quand même demandé, parce que nous par exemple ensemble, malgré tout ça, nous avons dit bon, on ne recule pas, évoluons. Mais nous avons exigé quand même l'audit des fichiers. C'est pour comprendre un peu si l'enrôlement s'est fait dans de bonnes conditions pour qu'on puisse avoir un chiffre aujourd'hui qui quand même va convaincre les peuples congolais. Mais vous-même, vous avez vu comment ici, on n'a pas voulu d'un audit international crédible. On impose à la francophonie, à l'OIF, de faire l'audit pendant 5 jours. Or, l'OIF vous demande des semaines. En quoi est-ce qu'un surplus de juste 11 jours peut impacter négativement au calendrier électoral quand on veut bien faire les choses pour avoir la confiance des Congolais? Je vous rappelle que les élections, le processus électoral doit être crédible. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit un processus qui fait de la confiance, qui intègre tous les politiciens et qui fait en sorte qu'on ait foi au résultat qui viendra. Alors, si jamais on ne sait pas faire foi aujourd'hui déjà à ces processus, vous vous imaginez que les gens vont contester. Et ce qui est grave, ce que vous ne savez pas, il y a chaque politicien des partisans. Ça, c'est l'erreur grave que commet souvent les régimes de Tshisekedi. Les régimes de Tshisekedi oublient souvent que chaque homme politique, chaque partenaire politique a un groupe de peuples congolais derrière lui. Et que quand vous opposez les deux partenaires politiques ou les partenaires politiques quand ils ne s'attendent pas, automatiquement vous allez opposer tous leurs militants entre eux. Et vous savez que ça peut créer des problèmes parmi les sociétés. Je vous donne l'exemple de tous ceux qui sont séquestrés aujourd'hui comme politiciens. Vous pensez que tous ces gens, ils n'ont pas de gens derrière eux. Maintenant, si ces gens commencent à s'opposer à d'autres, vous voyez les dégâts que ça peut créer. C'est comme ça dans un système de démocratie, on aime toujours qu'il y ait un consensus parmi les acteurs et que les gestes se fassent, que tous les gestes puissent se faire suivant des règles. On privilégie ça. C'est pour stabiliser le pays. Mais quand vous commencez à vous éloigner des règles, quand vous commencez à vous imposer dans un pays de démocratie, sachez que vous allez opposer les partisans les uns contre les autres avec les conséquences que vous connaissez. C'est comme ça, on demande toujours que les processus ne soient pas biaisés. Alors, Fayulu, il a vu que ce processus, selon ce que moi j'ai vu, n'est pas crédible. Et il s'est dit, bon, à quoi bon continuer? Les FCC a vu que ce processus n'est pas crédible. À quoi bon continuer pour eux? Mais nous, ensemble, tel que le Tirekab ou les hauts représentants ouest l'a dit, nous, on ne cède pas à la peur. Ils veulent nous intimider, ils veulent nous faire peur. Nous allons continuer avec ce processus tout en exigeant la transparence et la crédibilité. Nous allons nous investir dans la surveillance, dans la protection. Et c'est comme ça, chez nous, ce n'est pas un secret. Nous allons demander à la population de se retrouver dans tous les centres de vote. Ils vont se retrouver dans tous les Congos. Comme ça, nous verrons par quel mécanisme ils vont
bloquer les PV ici des votes. Par quel mécanisme? Parce que la population sera nombreuse là dans le centre de vote, en train d'attendre les résultats. Vous allez le bloquer comment? Donc nous, et ils pensent nous intimider, ils pensent être malins, mais nous allons démontrer que nous sommes avec le peuple et que le peuple est fatigué de leur gestion. Merci.